Bonjour à tous, si vous êtes là, c'est peut-être parce que vous avez vu notre vidéo sur la Biennale de Venise d'architecture 2023 et si c'est pas le cas, le lien apparaît dans un des angles. Dans cette vidéo, on a eu la chance d'interviewer Clémence Lassagna, qui est l'une des architectes et scénographes qui a travaillé sur le pavillon français. On a eu la chance de faire un long entretien avec elle pour aborder plein de thèmes sur les sélections, pour avoir la chance de travailler sur le pavillon national, sur le processus de conception, sur toutes les références qui sont venues influencer ce projet du Ball Theater. Clémence a eu la gentillesse de nous fournir plein de documents autour du pavillon français, de photos, d'extraits vidéo, de documents techniques. Donc il faut voir d'abord cette vidéo comme une sorte de podcast qu'on est venu agrémenter de documents pour illustrer certains des propos de Clémence. Profitez bien de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir pour le référencement. Et si vous ne l'avez pas encore vu, encore une fois, il y a une vidéo principale qui introduit celle-ci. Bon visionnage. Alors, pourrais-tu nous présenter le pavillon français en quelques mots ? Oui, bien sûr. Écoute, donc pour le pavillon français, on a proposé donc avec Studio Mioto, Gorgui Stanishev, Jos Ozand et Annette Artivel le projet Ball Theater. Et donc notre idée, c'était de faire tout d'abord un projet qui était un projet plutôt prospectif que rétrospectif, comme une exposition ou différents projets de ce type qui avaient pu déjà avoir lieu. Et vraiment cette idée de proposer une véritable architecture, un pavillon dans le pavillon, ça c'était vraiment quelque chose qui était important pour nous, de produire un espace dont on puisse vraiment faire l'expérience, dans lequel on puisse rester, qu'on puisse occuper. Il y avait vraiment cette idée, après le Covid aussi, voilà, c'est quand même une biennale post-Covid, d'avoir cette idée de faire un peu renaître le désir d'architecture. Et pour nous, faire renaître le désir d'architecture, ça passait vraiment par le fait d'oser construire une véritable architecture. Alors après, construire une véritable architecture, ça posait plein de questions pour nous, et en particulier dans le contexte de la biennale, dans le contexte d'un événement qui par essence est éphémère. Ça posait la question de la durabilité de l'architecture qu'on allait construire, de sa vie future, de sa seconde vie. Donc on a tout de suite intégré dans le projet l'idée de faire une architecture qui vive après la biennale, pour laquelle la biennale sera un point de départ, mais qui vive après. Donc ça, c'était aussi en réponse avec le thème de la biennale, qui était donc thème de l'Estée Loco Laboratory of the Future. Il y avait vraiment cette idée d'une expérimentation, d'une collaboration. Donc ça a fait naître très vite chez nous l'idée de faire un théâtre, et aussi l'idée donc de cette équipe pluridisciplinaire. En fait, dans cette idée de laboratoire, il y avait cette idée de parler aux architectes, mais de pas parler qu'aux architectes. Et donc on s'est dit que cette architecture démontable, remontable, itinérante, le plus pertinent, ce serait que ce soit un théâtre. Donc au tout début, on est parti sur l'idée d'un théâtre sonore, parce qu'il y avait aussi cette idée dans le laboratoire et dans cette idée d'expérimentation, de recherche d'un futur, mais donc de manière sous-jacente, un petit peu d'une utopie, d'un futur meilleur. Il y avait cette idée de capter des signaux, de capter des voix, peut-être d'un ailleurs, d'un futur. Et c'est comme ça qu'est venue cette idée de paysage sonore qu'on a conçu avec Cédric Pilouski. Voilà, il y avait cette idée d'habiter l'architecture par autre chose que par de la matière, et donc par du son. Il y avait cette idée aussi, dans cette idée d'occupation, de rester dans le pavillon, d'en faire vraiment l'expérience, d'interaction avec les visiteurs, et aussi que les visiteurs fassent vraiment vivre le pavillon. Donc toute l'installation de Cédric Pelouski, elle est interactive, donc suivant la manière dont on évolue dans le pavillon, la manière dont on s'approche des capteurs, la manière dont on interagit avec les micros qui étaient disposés dans le pavillon, et on a une incidence en fait sur le soundscape. Et donc ça, pour nous, c'était vraiment important, et je pense que ça participait vraiment de l'expérimentation du pavillon et de l'exploration de l'espace qu'on voulait proposer. Il y avait cette idée un petit peu de construire une chambre d'écho, de chercher des nouvelles voies, d'essayer de définir des nouveaux langages, des nouveaux récits pour un futur utopique, qui répondait à ce thème de laboratoire du futur. Donc ensuite, plus pragmatiquement, donc le laboratoire, vous l'avez vu, c'était une demi-sphère en acier, donc qui est entièrement démontable et remontable. Donc voilà, dans cette idée que ça puisse vraiment être un théâtre itinérant. Et il y avait cette idée d'en faire un objet à la fois un petit peu futuriste et à la fois un petit peu en déréliction. Il y avait cette idée de faire quelque chose d'un peu rutilant et de lo-fi à la fois,
Il y a cet aspect polysémique un peu du ball theater qui est à la fois une boule à facettes, un ovni, une arche de fortune, une capsule futuriste, une cabane primitive. On voulait que ce soit un petit peu tout ça. On voulait que ce soit un ovni qui parle de faire projet, qui parle de faire architecture. Il y avait vraiment cette idée aussi avec les satellites dans les salles avenantes qui sont en fait des anciens éléments d'aires de jeu récupérés dans différentes villes autour de la région de Venise sur l'équivalent du Bon Coin italien. Voilà, il y avait vraiment cette idée de construire du neuf avec de l'ancien, de bricoler quelque chose comme on bricole un projet parfois ou en tout cas pour exprimer cette idée d'un processus agrégatif avec plusieurs personnes, plusieurs compétences, des matériaux anciens, des matériaux nouveaux. Et il y avait cette idée qu'on ne sache pas vraiment si c'était un ovni qui venait d'atterrir dans le pavillon et un petit peu de déployer son campement dans le pavillon, ou si au contraire on était dans le hangar dans lequel l'ovni était construit et dont tous les satellites autour étaient un petit peu les échafaudages de chantier. Bon, je pense que par rapport au thème laboratoire du futur, il y avait vraiment cette idée de proposer vraiment une fiction, un voyage, quelque chose qui nous permette de se projeter dans un ailleurs, dans un futur et de vraiment réveiller le désir d'utopie. Je crois que c'était vraiment ça notre ambition première. On se posait la question de justement comment on arrive à travailler sur le pavillon de la Biennale, comment se passe le processus de sélection, est-ce qu'on présente en amont un projet ou est-ce que c'est plutôt sur portfolio ? Alors jusqu'à présent, donc jusqu'à notre édition de 2023, les personnes qui représentaient la France à la Biennale de Venise, donc les architectes ou théoriciens d'architecture qui représentent la France à la Biennale de Venise, étaient choisis par le ministère de la Culture et le ministère des Affaires étrangères. Justement, cette année, c'est ce qui nous a permis en fait de participer à ce projet, je pense, c'est que pour la première fois, c'était un concours ouvert, donc un appel d'offres qui était publié sur les plateformes d'appel d'offres comme tous les projets de marché public. Donc en fait, on a tout simplement vu l'appel d'offres et on s'est dit... Bon, pour nous, c'était un peu un pari. On a fait le pari de répondre. Sur le moment, on pensait pas du tout qu'on avait forcément nos chances. Mais on a fait le pari de répondre. Donc, il y a eu 2 phases. Une première phase de candidature dans laquelle il fallait quand même proposer un projet qui était déjà très développé. C'est-à-dire que dans la première phase de candidature, évidemment, on proposait le groupement. Donc, à ce moment-là, il y avait uniquement Studio Myoto, Gorgui et moi-même. Et il y avait cette idée de proposer un projet, donc un projet prospectif, une véritable architecture, une architecture qui ne s'arrête pas au pavillon, mais qui vive après. Toutes ces idées étaient déjà là. Il y a un dessin qui était déjà là. Il y avait cette idée d'avoir une programmation, de faire exister le théâtre qui était déjà là, mais qui était encore un petit peu en réflexion. Et en fait, à partir de cette phase de candidature, l'Institut français, donc pour le compte du ministère de la Culture et des Affaires étrangères, on choisit 3 candidats et donc on a passé un jury d'oral pour présenter un projet plus développé. Donc là, vraiment, on avait vraiment dessiné le ball theater, on avait commencé à réfléchir de manière assez poussée à sa programmation, à son contenu, etc. Donc là, on a passé un oral, on a présenté le projet et comme pour tous les concours, il y a eu un gagnant et on a eu la chance que ce soit nous les gagnants à l'issue de ce concours. Donc pour le concours, vous avez dû préparer une première proposition. Est-ce que tu peux nous parler de comment vous vous êtes organisé, comment le processus de conception s'est lancé entre vous 3 ? Ça s'est vraiment passé, en fait au tout début on était vraiment Studio Myoto, Gorgui et moi-même, ça s'est vraiment passé comme une table ronde de manière pour le coup vraiment très simple. En fait, comme je pense qu'on avait envie de faire ce projet mais qu'on le faisait vraiment comme un pari, on s'est senti très libre tout de suite. On n'avait pas une stratégie très précise, etc. On avait envie de proposer un projet qui nous faisait envie. Il y avait cette idée, on enseigne, surtout Gilles et Gorgui, mais moi aussi. Et il y avait cette idée de faire une vraie architecture, quelque chose après le Covid qui réveille le désir d'architecture, qui s'adresse aux étudiants, parce que c'est quand même des étudiants d'architecture, c'est une grande proportion des visiteurs de la Biennale. Nous aussi, il y a une réalité, nos projets, on les fait avec des stagiaires, avec des jeunes architectes, parfois qui sont encore étudiants et qui travaillent en même temps. On avait envie de faire une architecture vivante, de faire quelque chose qui soit un vrai événement
vrai moment à partager. Donc ça s'est fait très naturellement à trois et tout s'est fait très naturellement à trois. On faisait des réunions à peu près 2 fois par semaine. On travaillait entre-temps chacun de notre côté et on a construit comme ça petit à petit le document de présentation. On avait une présentation, enfin un document partagé. Ça s'est fait très simplement. Bon, après, c'est quelque chose aussi, je veux dire, c'est très très commun. On a vraiment l'habitude de faire ça. C'est répondre à un appel d'offres à plusieurs. C'est quelque chose qui est très fréquent dans notre pratique d'architecte et d'architecte scénographe. Et justement, quelles ont été vos inspirations pour dessiner cette scénographie ? Alors, y a plusieurs choses. Donc, je pense que nous, en tant qu'architecte scénographe avec Gorgui, on travaille beaucoup en maquette. Donc, il y avait cette idée un petit peu de quelque chose d'agrégatif qui représente un peu ça, qui représente l'idée de travailler en maquette, donc de bricoler quelque chose avec des parties d'anciens projets. Donc je vous disais que les satellites étaient faits avec des anciens jeux récupérés en Italie. Nous, quand on a commencé la maquette, on a pris des anciennes parties, enfin des parties plutôt d'anciens projets. On a pris des matériaux d'anciens projets. On a commencé à bricoler quelque chose, à imaginer un théâtre vraiment comme de manière très expérimentale aussi. Et donc petit à petit, ça s'est décidé. Petit à petit, l'idée de la sphère est née. Donc évidemment, comme on était dans cette idée d'utopie, il y avait forcément une référence aux architectures révolutionnaires, aux constructivistes russes, à l'idée d'un globe miniature qui évoque forcément la sphère. Voilà, toutes ces idées-là sont nées petit à petit dans un vrai processus de conception assez classique, mais en effet guidé par la maquette, ce qui est peut-être notre spécificité en tant qu'architecte scénographe. Et puis par ailleurs, avec Gorgui Stanishev et Achille Racine, on était en plein dans l'exposition Les Portes du Possible, art et science-fiction, dont on a réalisé la scénographie pour le Centre Pompidou-Metz. Donc je pense qu'il y a eu aussi une influence assez importante de ce travail-là sur ce projet-là. On était un petit peu baignés dans une atmosphère de science-fiction. Entre le studio Myoto, Gorgui Stanishev, Anna Tardivel, Joss Ozende, Cédric Pilouski, toi-même, on en passe, est-ce que tu pourrais nous expliquer le rôle de chacun dans l'élaboration de ce pavillon ? Le projet, il était donc en effet l'idée par Myoto, Gorgui Stanishev et moi-même. Très vite, on a eu cette idée d'un théâtre sonore, aussi tout simplement parce qu'avec Gorgui, on a l'habitude de travailler avec Cédric Pilouski et que en fait, l'idée est venue assez vite que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. On a commencé à parler du projet avec Cédric, qui était très enthousiaste et qui a rejoint le projet assez vite. Et c'est Cédric qui nous a parlé de Joss Ozande et qui nous a dit on pourrait aussi développer avec Joss l'aspect de la programmation plus théâtrale et aussi l'aspect de la narration du Ball Theater. Parce que donc Joss nous a rejoint comme commissaire associé. Donc à la fois à la base pour nous aider sur la programmation, pour sélectionner avec nous les artistes qui seraient pertinents ou intéressants d'inviter en résidence au Ball Theater, mais aussi un petit peu parce qu'elle a cette capacité d'éditorialiste et de commissaire un petit peu à raconter avec nous le mythe du Ball Theater. Donc c'est le titre Ball Theater, il est venu par Joss, avec laquelle on a parlé un petit peu de comment ce théâtre était né. On a fait des références à la ball culture, à cette idée d'un espace expérimental. Et c'est elle aussi qui a eu cette idée d'appeler les résidences d'artistes des balles. Donc Joss, elle est vraiment arrivée dans la temporalité un peu plus tard, mais très tôt, puisqu'elle était déjà au jury de la deuxième phase. Donc tout ça, après, il faut préciser aussi que tout ça, c'est des temporalités très très courtes. Entre le moment où on a gagné et le moment de l'ouverture de la Biennale, il y a 7 mois. Et en tout, grosso modo, il y a 1 an de projet. Donc c'est très très court, donc c'est des choses qui se font en fait très rapidement. Et alors après, Joss elle-même nous a proposé de collaborer avec Anna pour la programmation, puisqu'elle collaborait à l'époque ensemble à la Gaîté Lyrique
puisque Joss avait en charge la direction artistique de la Gaîté Lyrique au moment du concours. Ensuite, en ce qui concerne Hugo Bienvenu, donc ça c'est venu un peu plus tard, on avait déjà gagné l'appel d'offres. En fait, on avait envie de renforcer l'aspect utopique du Ball Theater et donc l'idée de développer autour du Ball Theater un petit peu l'idée de mythe et de légende. Donc on lui a demandé en fait de s'emparer de la figure du Ball Theater et d'essayer de raconter son histoire. Donc toujours aussi dans cette idée d'une utopie, de faire référence aux étudiants, aux jeunes architectes avec lesquels on travaille ou qu'on côtoie. Voilà, on a eu cette idée que le Ball Theater a été construit par des enfants et donc Hugo Bienvenu a mis en image cette idée d'un mythe du Ball Theater construit par des enfants. Ce qui était important pour nous dans cet objet éditorial, c'est donc que ce soit pas un catalogue et que justement il n'y ait pas de texte, que ce soit quelque chose vraiment à écrire, très libre. Voilà. De ce qu'on comprend, c'est un temps de projet qui est très rapide. Est-ce que dans ce délai, il y a des interactions avec la Biennale, soit pour peut-être vérifier la cohérence de la proposition avec le thème, ou pour être sûr qu'il n'y ait pas de doublons avec d'autres pavillons, ou bien c'est un processus de conception totalement libre de A à Z? Alors, je ne saurais pas exactement comment le formuler. On fait 2 présentations à la Biennale. On fait une première présentation où tout simplement on présente le projet. Donc on a des retours qui sont assez diplomatiques, je dirais. Jamais on nous a dit « Ah bah non, vous pouvez pas faire ça, il faut changer, etc. » Ouais. Alors après, on a des retours techniques, mais bon, ça comme dans tout projet. En tout cas, créativement, c'est très très libre. Il n'y a pas du tout... Il n'y a pas du tout l'idée d'orienter créativement un projet national dans un sens ou dans l'autre. Et après, on a une sorte de présentation assez incroyable en Zoom où chaque pays présente son projet aux autres pays. Donc ça, c'est une sorte de... C'est très marrant. J'adore. On pourrait faire un film uniquement sur ça. C'est vraiment... des dizaines de caméras allumées, des dizaines de petits écrans sur ordinateur avec chaque pays qui attend son tour pour présenter son projet. Voilà. Mais sinon, les échanges avec la Biennale sont assez techniques. Je pense que c'est vraiment l'idée en fait de la Biennale d'architecture. C'est vraiment l'idée que chaque pays vient avec son projet, qui est un projet entièrement assumé, sur lequel il n'y a pas besoin de faire de censure ou de correction. Il y a cette idée que chaque pays est maître et souverain dans son choix du projet qu'il veut mettre en avant. Et la Biennale fait complètement confiance aux instituts des différents pays pour proposer des projets qui correspondent au thème, qui sont cohérents, etc. Ça fait quelques mois que la Biennale est terminée. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour d'expérience de cette aventure? Est-ce que tu as été agréablement surprise ou au contraire, est-ce que c'était un peu décevant par rapport à ce que tu imaginais? Alors déjà, principalement, je pense que j'avais absolument pas d'idée préconçue de ce que ça allait être. Donc j'ai pas du tout, ça me surprend que vous me posiez la question, parce qu'en fait je me rends compte que je me suis absolument pas posé la question d'être déçue en bien ou en mal, comme on pourrait dire. C'est vraiment, j'ai pas du tout eu cette sensation-là. Moi, ce que j'ai trouvé très enrichissant, c'est d'une part en effet le fait en fait de faire un projet en 7 mois, ce qui est pour des architectes ultra court, pour des architectes scénographes juste très court, parce que nous en gros nos temporalités de projet c'est à peu près le double, mais c'est une temporalité de projet pour laquelle on a à la fois un projet donc d'architecture et de scénographie, mais aussi justement de programmation, d'objets éditorial. Donc c'est vraiment très 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 dense. Ça permet en fait quelque part, je pense que on a lu un peu dans la presse que le Ball Theater avait été qualifié de punk. Il y a cette idée, oui, en fait, on a fait le projet très 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 vite en prenant les décisions très 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 vite. Et c'est quelque chose qui est à la fois qui peut être négatif et qui là était plutôt positif. En fait, ça a participé du fait que ce soit un projet extrêmement vivant. Et il y a aussi cette idée, comme on a vraiment tenu à ce que le Ball Theater ait sa première occurrence à Venise, mais vive vraiment après, il y a vraiment cette idée qu'en fait la Biennale est un point de départ et pas du tout l'achèvement d'un travail qu'on aurait pu faire avant. On n'a pas du tout pris la Biennale comme l'idée de présenter à la Biennale un travail de longue date, mais plutôt au contraire l'idée de proposer un projet très spontané pour qu'il vive après. Donc on l'a peut-être pris un peu à rebours en ce sens, la Biennale. Mais en tout cas, non, c'était hyper enrichissant. C'est très exigeant comme projet, c'est-à-dire c'est des délais et des exigences qui sont difficiles, mais ça peut en aucun cas être décevant, je pense.
Et pour finir, souhaiterais-tu nous partager un souvenir en particulier de la Biennale ? Des souvenirs, j'en ai plein, mais il y a des choses qui ont été... déjà, la Biennale, quand d'aller en train de nuit à Venise, d'ailleurs, c'est plus en train de nuit d'aller en train, je dis ça parce qu'on en rêvait, mais d'arriver le soir à Venise, de faire construire, on a fait construire... le Ball Theater chez un serrurier qui s'appelle Mainardi, qui est juste à côté de la Biennale, dont le hangar donne sur l'eau. Donc il y avait un côté assez magique de voir cette sphère se construire au bord de l'eau, les pieds dans l'eau quasiment. Forcément, la genèse du projet, je trouve que c'est toujours un petit peu le moment le plus magique pour nous, parce que quelque part... le moment où le projet est ouvert au public, il nous appartient plus vraiment et il est livré. Et là, par contre, ce qui est un petit peu particulier, c'est que le 26 novembre dernier, on a commencé à démonter le Ball Theater. Et justement, dans plein de projets de scénographie, puisque la scénographie, souvent par essence, est éphémère, on a un petit peu ce pincement au cœur de voir un projet être terminé pour de bon. Et en fait, là, comme on a anticipé dès l'amont le fait que le Ball Theater continue à vivre, on a déjà des prochaines dates qui sont en train de se préciser, donc c'est pas encore suffisamment contractualisé pour que je puisse vous en parler, mais en tout cas, le Ball Theater est en train de faire son chemin vers un autre pays européen et pour de nouvelles aventures. J'adore. C'est le Ball Theater qui part en tournée, j'adore. Exactement. Tu crois pas si bien dire. On a un document qui s'appelle Ball Theater Touring et qui explique comment comment se passe la tournée du Ball Theater. Merci infiniment Clémence pour le temps que tu nous as consacré et le partage de ces belles histoires. Et pour finir, petit instant promo, souhaiterais-tu nous parler de tes projets en 2024 ? Comme je viens de vous le dire, je peux pas encore vous dire pour le Ball Theater quels sont les projets, mais en tout cas, il y a 2 projets qui sont en train de se dessiner pour le Ball Theater en 2024 et en 2025. Un projet de festival d'art contemporain et un projet d'exposition justement sur la notion d'utopie dans lequel le Ball Theater serait présenté comme une œuvre. Et ensuite, moi, de mon côté, donc maintenant, je suis associée à Achille Racine. On forme l'agence Lassania et Racine, depuis qu'on a fait les portes du possible art et science-fiction à Pompidou-Metz. Et donc là, on a eu la chance qu'après art et science-fiction, Pompidou-Metz nous ait ressollicité sur un appel d'offres pour la prochaine rétrospective André Masson, qui va ouvrir en mars de cette année, donc 2024, donc appel d'offres qu'on a remporté. Et un autre appel d'offres qu'on a remporté, c'est à la Philharmonie de Paris, donc toujours à la suite des portes du possible, toujours dans une atmosphère un peu punk. C'est l'exposition Métal qui va avoir lieu à la Philharmonie de Paris à partir d'avril 2024. Donc ça, c'est nos 2 ouvertures en 2024. C'est André Masson au Centre Pompidou-Metz et Métal Diabolus in Musica à la Philharmonie de Paris. Et ensuite, on attend les réponses d'autres concours. J'adore. Une dernière fois, merci Clémence pour le temps que tu nous as consacré. Merci pour les documents. On espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se voit à la prochaine Biennale d'architecture en 2025. Ciao, ciao!